Imaginez la scène, l'Assemblée générale des Nations unies, les caméras du monde entier braquées sur un seul homme. Donald Trump vient de passer 5 minutes à la tribune. Seulement 5 minutes. Mais ces 5 minutes vont déclencher la plus grande controverse climatique de l'histoire de l'ONU et fracturer définitivement l'opinion mondiale entre ceux qui défendent l'action écologique et ceux qui la rejettent. Son discours incendiaire, il qualifie le changement climatique de plus grande arnaque jamais perpétrée sur le monde. Il accuse l'Europe de se détruire avec ses politiques vertes délirantes et il regarde l'Assemblée avec ce sourire satisfait, cette assurance provocatrice qui ont fait sa réputation. Convaincu d'avoir marqué des points décisifs contre ce qu'il appelle l'hystérie climatique mondiale. Persuadé que personne, absolument personne, n'osera le contredire frontalement sur un sujet aussi polémique. Sauf que, dans cette salle historique, quelque chose avait changé depuis sa première présidence. Une nouvelle génération de dirigeants européens refusait désormais d'encaisser ces provocations en silence. Et parmi eux, un homme observait Trump avec un calme troublant qui aurait dû l'alerter Sébastien Lecornu, Premier ministre de la France. Car ce qui allait suivre dépasserait toutes les attentes et marquerait un tournant historique dans le débat climatique mondial. La stratégie de Trump simple, mais absolument redoutable. 3 objectifs clairs: démolir la crédibilité des politiques climatiques européennes devant le monde entier, vendre l'Amérique comme le modèle ultime de pragmatisme économique face à ce qu'il appelle l'idéologie verte, et surtout isoler diplomatiquement l'Europe en ralliant les pays émergents à une approche dite réaliste du développement. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut rembobiner de quelques heures. Direction la suite présidentielle du Plaza Hotel. C'est là que Trump, entouré de ses conseillers les plus fidèles et les plus radicaux, préparait méticuleusement son offensive contre le Green Deal européen. Ces Européens prétentieux croient pouvoir donner des leçons au monde entier avec leur Green Deal ridicule. Lançait-il à son équipe les dernières données économiques européennes étalées devant lui? Regardez leurs factures d'électricité, leurs entreprises qui fuient vers l'Asie, leurs agriculteurs qui manifestent. Leur politique climatique, c'est un suicide économique et je vais le démontrer devant le monde entier. Voilà le décor, voilà l'homme. Et voilà le plan qui allait secouer cette assemblée solennelle comme un véritable séisme diplomatique. Mais pendant que Trump peaufinait sa stratégie, il ignorait un truc crucial. À quelques kilomètres de là, dans sa suite d'hôtel, Sébastien Lecornu préparait lui aussi cette confrontation, et croyez-moi, avec une minutie toute française. Parce que le Premier ministre n'était pas venu à New York en touriste diplomatique. Il n'était pas là pour encaisser les provocations de Trump en souriant poliment. Non. Il était venu défendre une certaine idée de l'Europe et de la responsabilité climatique mondiale. Et c'est là que ça devient intéressant. Contrairement à ses prédécesseurs européens qui, soyons honnêtes, avaient souvent tendance à esquiver les attaques trumpiennes, gêné, mal à l'aise, Lecornu lui avait pris une décision politique majeure: affronter Trump de face. Pas sur le terrain de l'émotion, pas sur celui du spectacle. Sur le terrain scientifique et économique, avec des arguments irréfutables et des données tellement solides que même le plus populiste des politiciens ne pourrait les contester. Et pour ça, il ne s'était pas pointé les mains vides. Dans les semaines précédant ce voyage, une cellule de travail ultra spécialisée avait été montée à Matignon. On parle des meilleurs experts français en climatologie, en économie verte, en diplomatie environnementale. Valérie Masson-Delmotte, climatologue de renommée mondiale, vice-présidente du GIEC, avait fourni les dernières données scientifiques. François Gemène, spécialiste des migrations climatiques, avait apporté les projections démographiques. Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique, avait compilé les succès concrets de la politique climatique française. Autrement dit, Lecornu était venu armé jusqu'aux dents, mais avec des chiffres. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que figurez-vous que Valérie Masson-Delmotte, lors d'une réunion confidentielle à Matignon, a lâché une phrase au Premier ministre qui résume absolument tout. Elle lui a dit en substance « Trump, il carbure aux fake news et aux approximations. Mais le jour où vous lui mettez sous le nez des données scientifiques précises, vérifiables récentes, sa rhétorique, elle s'effondre. Il suffit d'avoir les bons chiffres au bon moment. Et franchement, quand on y réfléchit, c'est d'une logique implacable. Mais attendez, parce que l'équipe ne s'est pas arrêtée là. Pendant des semaines entières,
Ils ont bossé à constituer un véritable arsenal de données irréfutables. On parle de l'évolution des températures mondiales avec une précision de 0,1 degré du coût économique réel des catastrophes climatiques, de la création d'emplois dans les énergies renouvelables, des comparaisons internationales de performance énergétique. Chaque argument que Trump aurait pu sortir avait été anticipé. Chaque contre-vérité préparée à la riposte, c'est du travail de chirurgien, là. Et comme si ça ne suffisait pas, Lecornu a fait appel à personne d'autre que Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, prix Nobel de la paix, pour valider scientifiquement chacun de ses arguments. Et ce que Jouzel lui a dit avant de partir au front, c'est une phrase qui donne des frissons. « Sébastien, vous allez affronter l'un des plus grands démagogues de notre époque. Mais vous avez un avantage, la science est de votre côté, et la science finit toujours par triompher. » Rien que ça. Alors, le 23 septembre 2025. Retenez bien cette date parce que ce jour-là, c'est littéralement l'histoire de la diplomatie climatique qui bascule. Ce matin-là, l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre et l'ambiance, elle est lourde, très lourde. Sur le papier, on parle développement durable, lutte contre le changement climatique classique. Mais dans les faits, c'est un affrontement, un vrai. Deux visions de l'avenir de la planète qui se font face et tout le monde le sait. Trump, lui, il avait demandé à parler en premier comme le veut la tradition pour les anciens présidents américains. Et à 14 heures, pile le voilà qui monte à la tribune. Costume bleu marine impeccable, cravate rouge, l'assurance théâtrale habituelle, vous connaissez le personnage. Et là, il lâche. « Mesdames et messieurs les délégués, je suis venu ici aujourd'hui pour dire une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le changement climatique est la plus grande arnaque jamais perpétrée sur le monde. » Voilà, posé comme ça, devant tout le monde. Alors là, accrochez-vous bien parce que ce qui suit, c'est du lourd. Trump pointe théâtralement vers la section européenne de l'Assemblée et il lâche « Regardez l'Europe ». Ils se détruisent avec leur politique verte, délirante facture d'électricité qui triple, industrie qui ferme agriculteurs dans les rues. Et pendant ce temps, la Chine et l'Inde polluent massivement. Où est la logique? Un murmure parcourt la salle. Même les diplomates pourtant habitués aux provocations trumpiennes sont surpris par la violence de l'attaque en plein cœur de l'enceinte sacrée de l'ONU. Mais il ne s'arrête pas là. Il enchaîne directement sur les renouvelables, une gigantesque escroquerie. Le vent ne souffle pas toujours, le soleil ne brille pas la nuit. Comment baser l'économie d'un pays sur des sources aussi peu fiables? Et là, vous le sentez venir, il passe au niveau supérieur. Il vise la France. Il vise Lecornu, personnellement. Et que dire de la France, ce pays qui se prétend leader mondial de l'écologie, pendant que ses centrales nucléaires vieillissantes menacent l'Europe entière? Monsieur Lecornu, vos éoliennes défigurent vos paysages et ruinent vos agriculteurs. Vos voitures électriques ne roulent que grâce au nucléaire. Où est la cohérence? Cette provocation, elle était calculée. Trump voulait une réaction émotionnelle, une défense embarrassée, le genre de situation qui lui permet de dominer un débat par sa rhétorique populiste. Il attendait que Lecornu craque devant l'Assemblée mondiale. Sauf que Lecornu ne bronche pas, imperturbable. Il prend des notes calmement, pas la moindre émotion sur le visage. Et cette sérénité troublante, elle aurait dû alerter Trump. Mais l'ancien président américain était bien trop porté par sa propre performance pour s'en rendre compte. Et là, Trump lâche sa conclusion. Vous la connaissez, c'est toujours la même. L'Amérique a choisi le réalisme économique plutôt que l'idéologie verte. On crée des emplois, on baisse les prix de l'énergie, on reste la première puissance mondiale. Pendant que l'Europe se suicide avec ses rêves écologistes. Voilà, c'est du Trump pur jus classique. Sauf que, tous les regards dans la salle se tournent vers un seul homme, Sébastien Lecornu. Et le bonhomme, il demande calmement la parole. Pas de précipitation, pas de nervosité, rien. Il se lève avec cette élégance naturelle, cette classe à la française qu'on ne peut pas acheter. Il monte à la tribune sans se presser. Et attention, le détail qui tue, il fixe Donald Trump droit dans les yeux avant même d'ouvrir la bouche. Et quand il parle, c'est chirurgical. Monsieur l'ancien président Trump, je vous remercie pour cette démonstration parfaite de ce qu'est le négationnisme climatique au XXIe siècle. Vous venez de nous offrir un condensé de fake news, d'approximations et d'erreurs.
Permettez-moi de rétablir quelques vérités factuelles, mais vous comprenez ce qui vient de se passer là. L'attaque est immédiate, directe, et surtout elle est emballée dans cette courtoisie française qui rend l'ironie 10 fois plus cinglante. C'est pas une gifle, c'est un coup de fleuret, et Trump, visiblement, il s'attendait pas à ça. Il se rassoit avec une grimace contrariée. L'homme qui a l'habitude de dominer chaque pièce dans laquelle il entre vient de se faire couper l'herbe sous le pied par la diplomatie française. Et là, le cornu passe à l'offensive. Il sort un dossier de sa serviette, le mec est venu armé, hein? Et il lâche « Vous parlez d'arnaque climatique. » Très bien. Voici les données de la NASA, de la NOAA, du GIEC. 2024 année la plus chaude jamais enregistrée. Plus 48 degrés Celsius de température moyenne mondiale. Première salve, précise, imparable. Mais il ne s'arrête pas là. Il enchaîne méthode chirurgicale. Vous critiquez les renouvelables? L'Europe produit 47% de son électricité grâce à elle. Le coût du solaire a chuté de 70%. Pendant ce temps, les États-Unis restent dépendants à 79% des fossiles importés. Vous êtes dans une impasse technologique. Et il continue, il lâche rien. Vous accusez l'Europe de se suicider économiquement? L'industrie européenne des clean tech, c'est 3 millions d'emplois, 306 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et Tesla, votre entreprise symbole, elle réalise 45% de ses ventes chez nous. Monsieur Trump, nos politiques vertes, délirantes, enrichissent vos propres entreprises. Et là, vous voyez l'Assemblée qui commence à bouger. Des sourires apparaissent sur les visages des délégués européens. L'ambiance bascule. Et là, mes amis, accrochez-vous bien parce que l'écornu n'avait même pas fini. Le mec sort un deuxième document. Un deuxième. Comme un procureur qui empile les preuves devant le jury. Et qu'est-ce qu'il balance? Les chiffres des catastrophes climatiques. En 2024, les États-Unis, 47 milliards de dollars de dégâts. Ouragan en Floride, incendie en Californie, tornade dans le Midwest. L'Europe, 23 milliards d'euros. Et là, il enfonce le clou. Nos investissements dans l'adaptation climatique nous coûtent moins cher que votre inaction ne vous coûte en réparation. Boum! Démonstration par l'absurde, imparable. Et regardez Trump à ce moment-là. Il commence à gigoter sur sa chaise. Vous le voyez, il est déstabilisé. La précision chirurgicale des attaques françaises, ça fait mal quand on n'a pas de réponse. Mais le cornu ne lâche rien. Il enchaîne sur les voitures électriques. L'Europe, 2-3 millions de véhicules produits par an. Les États-Unis, 8 millions. Notre autonomie d'innovation technologique nous rend moins dépendants du pétrole importé. Pendant que vous subventionnez encore les compagnies pétrolières, nous, on crée les emplois du futur. Franchement, à ce stade-là, c'est plus un débat, c'est une masterclass. Et là, mes amis, là, on entre dans la légende. Parce que ce qui va suivre, c'est la réplique qu'on va étudier dans les manuels de communication politique. Le cornu lâche, je cite, « Monsieur Trump, vous nous accusez de nous suicider avec l'écologie. Permettez-moi de vous dire que refuser la réalité scientifique, c'est cela le véritable suicide. Et l'Amérique mérite mieux que vos mensonges climatiques. » Boum! Silence total dans la salle. Un silence tellement lourd que tu pouvais entendre les neurones de Trump chercher une réponse. Et pour la première fois depuis très très longtemps, le mec était déstabilisé. Visiblement déstabilisé. Mais l'écornu, il s'arrête pas là. Oh que non! Il enchaîne direct sur l'agriculture, le sujet préféré de Trump, celui qu'il utilise pour draguer l'électorat rural. Et qu'est-ce qu'il lui sort? Des chiffres, des vrais. Grâce à nos politiques d'adaptation climatique, l'agriculture française a maintenu sa productivité malgré les sécheresses. Vous, l'agriculture américaine, vous avez perdu 34% de vos récoltes de maïs à cause des vagues de chaleur l'été dernier. Alors, qui protège vraiment ces agriculteurs? C'est un tsunami de données factuelles, les gars. Chaque argument que Trump avait posé sur la table l'écornu le ramassait et le lui renvoyait en pleine figure avec des chiffres vérifiables, méthodiquement, froidement, chirurgicalement. Et là, l'écornu sort les chiffres. Et quand je dis les chiffres, c'est pas des petits chiffres timides, non, non, non. C'est le genre de données qui te clouent sur place. 93% de l'électricité française produite sans carbone. Nucléaire, renouvelable la totale. En face, les États-Unis, 61% d'énergie fossile polluante.
Les émissions de CO2 par habitant en France, 4 tonnes. 4 tonnes. Tu vois le gouffre, Trump essaie de reprendre la parole, il cherche une ouverture, il veut couper. Mais il n'y a rien à couper parce que chaque phrase est un uppercut statistique. Et puis vient la conclusion, et franchement, elle est chirurgicale. Monsieur Trump, vous représentez le passé, le déni, l'inaction, l'irresponsabilité face aux générations futures. L'Europe représente l'avenir, l'innovation, la responsabilité, la lucidité scientifique. Et il termine avec cette phrase qui enterre tout. L'histoire jugera qui avait raison entre celui qui niait le problème et ceux qui le résolvent. Voilà, rideau. Il n'y a plus rien à ajouter après ça. Et là, mes amis, la phrase de fin. La phrase. Celle qu'on va graver dans le marbre, celle qu'on va retrouver dans les manuels d'histoire. Le cornu lâche, je cite, « La plus grande arnaque jamais perpétrée sur le monde, Monsieur Trump, ce n'est pas la lutte contre le changement climatique, c'est de faire croire aux gens qu'on peut ignorer la science sans conséquence. » Boum, rideau, fini. Le gars vient littéralement de planter le drapeau sur la Lune devant le monde entier. Et la réaction, oh là là, la réaction, l'Assemblée générale explose. Les gens se lèvent, ils applaudissent. 3 minutes d'ovation, debout. 3 minutes. Vous réalisez ce que ça représente à l'ONU, c'est une éternité. Et pendant ce temps-là, Trump livide. Le mec a quitté la salle avant même que le cornu ait fini de parler. Il s'est littéralement barré. Genre, non merci, j'ai piscine. Et derrière, c'est le tsunami numérique. En quelques minutes, pas des heures. Des minutes, les extraits du discours deviennent viraux partout. Le cornu contre Trump. Climate facts, not fakes. Science wins. Tout ça en tendance mondiale. Pas 1 heure, pas un jour, 72 heures d'affilée. 3 jours complets où la planète entière n'a parlé que de ça. Et la suite, franchement, c'est du jamais vu. Aux États-Unis, oui, aux États-Unis. Harvard, MIT et Stanford, les plus grandes universités du pays, publient des communiqués officiels pour saluer ce qui vient de se passer. Plus de 2000 scientifiques américains signent une pétition pour soutenir les propos de Lee Cornu et demander à Trump d'arrêter ses mensonges sur le climat. Vous réalisez le truc? Ce sont des Américains qui applaudissent un Français contre leur propre président. Et en Europe, c'est encore plus fort. Parce que pour la première fois depuis des années, un dirigeant européen avait tenu tête à Trump. Pas dans un couloir, pas dans un tweet en face, devant les caméras du monde entier sur son propre terrain, et il avait gagné. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Eurobaromètre, 84% des Européens qui approuvent l'intervention. 84%. On n'est pas sur un petit buzz, on est sur un raz-de-marée de fierté continentale. L'Europe entière se lève et dit « Oui, enfin, quelqu'un qui a parlé. » Mais attendez, parce que le plus fou, c'est pas ça, c'est la jeunesse mondiale. Greta Thunberg elle-même prend son téléphone, ouvre Twitter et lâche « Enfin, un dirigeant qui dit la vérité climatique sans complexe. » Les mouvements climatiques de la planète entière adoptent instantanément ce mec comme leur nouveau héros politique, du jour au lendemain, comme ça. Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, l'homme humilié publiquement tente bien quelques tweets vengeurs. Sauf que, et c'est là que c'est beau, ça tombe complètement à plat. Parce que comment tu veux répondre à des données scientifiques vérifiables? Comment tu contestes des chiffres officiels? Tu peux pas. Sa stratégie habituelle du mensonge et de la provocation venait tout simplement de se fracasser contre le mur de la réalité factuelle. Game over. Et 6 mois plus tard, mes amis, les retombées de cette confrontation historique étaient toujours là. Elles étaient profondes, elles étaient durables. L'histoire retiendra que ces 5 minutes à l'ONU marquèrent un véritable tournant, le moment précis où l'Europe cessa de trembler face aux provocations américaines et osa enfin défendre ses convictions avec fermeté. Le Cornu lui était devenu une figure internationale de la lutte climatique. Invité dans toutes les grandes universités du monde, consulté par l'ensemble des leaders européens. Il avait prouvé une chose essentielle, qu'on pouvait battre le populisme avec la vérité scientifique, à condition d'avoir le courage de la dire clairement. De l'autre côté, Trump avait perdu en crédibilité, y compris auprès de ses propres soutiens traditionnels. Et surtout, beaucoup d'Américains avaient découvert, grâce à Le Cornu, à quel point leurs dirigeants les avaient
trompé sur la réalité du changement climatique. Et le The New York Times, il a résumé ça de manière absolument parfaite. Écoutez bien, en 5 minutes, un Premier ministre français a fait plus pour la cause climatique que 10 ans de négociations diplomatiques. 5 minutes. 10 ans de diplomatie. Vous mesurez le truc. Il a rappelé au monde entier qu'entre les mensonges et la science, le choix, normalement, il devrait être évident. Et franchement, cette leçon-là, elle est plus pertinente que jamais aujourd'hui face à tous les démagogues qui continuent de nier la réalité. Parce que la meilleure arme, ça reste la vérité quand elle est énoncée avec courage et appuyée par des faits solides. Mais attention, derrière cette confrontation spectaculaire, derrière ce moment qu'on a tous vu, il y avait des mois et des mois de préparation. Et ça, quasiment, personne ne le savait vraiment. Mais cette réponse historique, elle n'est pas sortie de nulle part. Non, non, non. Son histoire secrète avait commencé 4 mois plus tôt dans les bureaux feutrés de l'Élysée lors d'une réunion de crise sur la stratégie climatique française. Parce que oui, face au retour annoncé de Trump sur la scène internationale, Emmanuel Macron avait convoqué ses plus proches conseillers dans le salon Napoléon de l'Élysée par une froide soirée de mai. Et l'objet de la réunion, il était limpide, comment répondre efficacement aux attaques climatiques trumpiennes, celles qui recommençaient à empoisonner le débat international. Et là, Macron aurait lâché cette phrase, accrochez-vous, « Trump va revenir en force sur la scène internationale ». Ces mensonges climatiques y trouvent un écho croissant, y compris en Europe. Nous devons être prêts à lui répondre avec une précision chirurgicale. Alors là, imaginez la scène. Autour de cette table, on avait littéralement la crème de la crème française en climatologie et en communication politique. On parle de Valérie Masson-Delmotte, climatologue de renommée mondiale, coprésidente du groupe de travail du GIEC, rien que ça. François Gemène, spécialiste des migrations climatiques, professeur à Sciences Po. Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique. Et Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, prix Nobel de la paix avec Al Gore. Bref, c'était pas une réunion Zoom entre potes là. Et c'est Valérie Masson-Delmotte qui prend la parole en premier. Monsieur le président Trump utilise systématiquement 3 techniques de désinformation climatique, la contestation des données scientifiques, la dramatisation des coûts économiques de la transition et la relativisation par rapport aux autres pays. Nous devons préparer une réponse factuelle imparable sur chacun de ces points. En gros, elle pose le diagnostic net précis chirurgical. 3 axes d'attaque de Trump, 3 réponses à préparer. C'est du lourd. Et c'est là que Jean Jouzel avait posé le diagnostic parfait, le vrai danger avec Trump. C'est pas qu'il ment, c'est qu'il mélange habilement des vraies données avec un paquet de fake news. Donc la seule solution, le piéger avec ses propres armes. Des chiffres américains issus de sources que même lui ne peut pas décrédibiliser. NASA, NOAA, Département de l'énergie, Agence de protection de l'environnement, que des institutions US impossibles à contester. Et cette approche, elle a un nom magnifique, le jujitsu climatique. Tu retournes la force de ton adversaire contre lui-même. Et c'est exactement ce qui allait devenir la marque de fabrique de la riposte française. Pendant des semaines, l'équipe constituée par Macron, dirigée par Lecornu, allait compiler un véritable arsenal de données irréfutables, toutes made in America. Et là, François Gemène avait posé un constat stratégique absolument fondamental. Il ne suffit pas d'avoir raison scientifiquement. Il faut aussi gagner la bataille de l'opinion publique. Trump excelle dans la simplification populiste. Nous devons être tout aussi clairs, mais avec la vérité. Et franchement, cette phrase résume tout le défi. Parce que c'est exactement ça le problème. Tu peux avoir toutes les données du monde. Si tu n'arrives pas à les rendre accessibles, tu as perdu d'avance. Et c'est précisément cette exigence de pédagogie scientifique, claire et percutante, qui avait guidé toute la préparation de Lecornu. Mais attention, le plus frappant dans tout ça, c'était pas juste la rigueur, c'était l'ambition. Lecornu ne voulait pas simplement répondre à Trump, il voulait l'écraser intellectuellement devant l'opinion mondiale. Et il l'avait dit texto à ses conseillers, « Je ne veux pas d'une réponse diplomatique polie. Je veux une démonstration si implacable que plus aucun climato-sceptique n'osera répéter ses mensonges après. » Et ça, c'est un niveau de détermination qu'on voit rarement en politique. Et là, accrochez-vous parce que ce qui s'est passé en coulisses,
C'est du jamais vu. On parle d'un travail de bénédictin, littéralement. Chaque affirmation habituelle de Trump, chacune avait été passée au crible vérifié, documenté et réfuté avec une précision scientifique absolue. On n'est pas sur du bricolage, là on est sur de la chirurgie. Mais ça s'arrête pas là. L'équipe avait carrément fait appel à des experts en psychologie cognitive. Pourquoi? Pour comprendre comment présenter les données de façon à maximiser leur impact sur l'opinion publique. Et pas n'importe qui, Sander van der Linden, le directeur du Cambridge Social Decision Making Lab, un spécialiste mondial de la désinformation climatique, avait été consulté en secret. Et ce qu'il a dit, c'est absolument fascinant. Via une visioconférence sécurisée, il avait expliqué « Monsieur le Premier ministre Trump utilise ce que nous appelons des zombies-arguments, des affirmations fausses, mais accrocheuses, qui reviennent sans cesse malgré leur réfutation répétée. La seule façon de les tuer définitivement, c'est une réfutation si spectaculaire qu'elle marque les esprits pour toujours. Des arguments zombies. Vous entendez ça? Des trucs qui refusent de mourir peu importe combien de fois, on les démonte. Et c'est précisément cette analyse qui avait inspiré la stratégie finale de Le Cornu. L'idée, c'était pas juste de corriger les conneries de Donald Trump. Non, non, non. C'était de les atomiser, les réduire en poussière avec une telle violence intellectuelle que plus personne jamais n'oserait les ressortir sérieusement. On parle de ce que les psychologues appellent un moment d'évidence, cet instant précis où la vérité devient tellement limpide qu'elle s'impose définitivement dans l'opinion publique. Et pour se préparer à ça, Sébastien Lecornu, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a organisé des simulations intensives à Matignon. Ses conseillers, ils jouaient tour à tour le rôle de Trump, de journalistes sceptiques, de citoyens flippés par les coups de la transition de représentants de pays en développement qui veulent pas entendre parler de contraintes climatiques. Genre, un conseiller lui balance « Monsieur le Premier ministre, vos éoliennes tuent les oiseaux et défigurent nos paysages », classique du pur argumentaire trumpien. Et Lecornu, avec un calme olympien, il répond « Monsieur le conseiller, les éoliennes tuent environ 0,5% des oiseaux. Les centrales à charbon que défend Trump, elles en tuent 5%. Vous voulez vraiment qu'on parle de protection des oiseaux? Froid. Chirurgical. » Et là, faut bien comprendre un truc, Lecornu, c'est pas un politicien lambda. C'est un ancien militaire. Et ça change absolument tout. Parce que ce mec-là, il appliquait à la politique climatique exactement la même rigueur tactique qu'il avait mise au service de la défense française. Exactement la même. Une bataille se gagne par la préparation. Il répétait ça en boucle à son équipe. Trump improvise, nous nous anticipons tout. Et quand il dit tout, c'est vraiment tout. Parce que cette préparation minutieuse, elle allait jusqu'aux détails qu'on pourrait croire secondaires, mais qui étaient en réalité absolument cruciaux. La tenue vestimentaire, costume bleu marine sobre pour contraster directement avec l'exubérance trumpienne. La gestuelle des gestes mesurés précis pour incarner la rigueur scientifique. L'intonation. Une voix posée mais ferme pour marquer la différence avec les éclats de Trump. Et attendez, ça va encore plus loin. Un coach en communication internationale, ancien conseiller de plusieurs prix Nobel, rien que ça, avait travaillé avec Lecornu sur ce qu'il appelait l'autorité scientifique incarnée. Et ce que ce coach lui a dit, c'est une phrase qui résume absolument tout. « Monsieur le Premier ministre, face aux caméras mondiales, vous ne représentez pas seulement la France, vous incarnez la communauté scientifique internationale face à l'obscurantisme. Chaque mot, chaque geste doit refléter cette responsabilité historique. » C'est du lourd, vraiment du lourd. 3 semaines avant New York, la DGSE avait frappé un grand coup. Les services de renseignement français avaient mis la main sur les grandes lignes du discours que Trump préparait pour l'ONU. Et ce qu'ils avaient trouvé, c'était du lourd. Il va attaquer frontalement l'Europe, critiquer nos factures d'électricité, moquer nos voitures électriques et vous défier personnellement sur le nucléaire français. Voilà ce que le directeur de la DGSE avait balancé lors d'une réunion ultra confidentielle à l'équipe de Lecornu. Et là, au lieu de paniquer, Lecornu avait fait exactement l'inverse. Il avait pris cette information et l'avait transformée en arme. Chaque attaque prévisible de Trump, il lui avait trouvé sa riposte calibrée. Chaque provocation, sa réponse factuelle.
Un travail d'une précision chirurgicale. Et le plus beau dans tout ça, la réaction de l'écornu lui-même. Il avait souri et lâché. Il va nous servir ses mensonges habituels sur un plateau d'argent. Nous n'aurons qu'à les découper un par un devant le monde entier. Alors, le voyage vers New York, c'est déjà un moment à part entière. 8 heures de vol à bord de l'Airbus A330 présidentiel et l'écornu, il fait quoi pendant tout ce temps? Il bosse, il révise ses fiches, il mémorise ses chiffres clés, il répète ses formules les plus percutantes. Son équipe autour de lui, c'est littéralement comme des préparateurs physiques. Avant un combat de boxe, les derniers ajustements, les ultimes précisions, tout est calibré au millimètre. Et là, en plein vol, Valérie Masson-Delmotte lui lâche cette phrase « Rappelez-vous, vous portez la voix de 97% des scientifiques mondiaux qui s'accordent sur la réalité du changement climatique anthropique. Trump, lui, il ne représente que 3% de climatologues marginaux et des lobbies pétroliers. Le rapport de force intellectuelle vous est largement favorable. » Franchement, quand on te dit ça à 10 000 mètres d'altitude, ça pose le décor. Et Jean Jouzel, il en rajoute une couche. Sébastien, ce que vous allez faire à New York, ça dépasse le simple débat politique. Vous allez donner une leçon de science à la tribune la plus prestigieuse du monde. C'est un honneur et une responsabilité immense. Là, on comprend que ce vol, c'était pas juste un trajet, c'était les dernières heures avant quelque chose d'historique. Alors là, on arrive à New York et je vous jure, l'ambiance était déjà électrique bien avant que la session de l'ONU commence. Dans les couloirs du plaza, là où Trump était installé, les journalistes américains, ils n'arrêtaient pas de chuchoter sur un potentiel discours climatique majeur de l'ancien président. De l'autre côté, au Saint-Régis, le QG de la délégation française, l'écornu, était en pleine dernière ligne droite avec ses conseillers scientifiques. Il ajustait chaque argument à la virgule près. Et la veille du discours « Attention, coup de théâtre », l'écornu reçoit un appel surprise. Et devinez de qui? De Greta Thunberg elle-même depuis Stockholm. Elle lui dit « Monsieur le Premier ministre, je sais que demain vous allez porter la voix de notre génération face aux mensonges climatiques. Toute la jeunesse mondiale compte sur vous. » Et ça l'a touché en plein cœur. Cette responsabilité générationnelle, elle a ajouté une dimension émotionnelle immense à ce qui était déjà une motivation scientifique et politique profonde. 6h30 du matin, le 23 septembre. L'écornu est debout, sa suite donne sur Central Park et lui, il relit ses notes une dernière fois. À ses plus proches collaborateurs, il lâche cette phrase « Aujourd'hui, je ne représente pas seulement la France. Je porte la responsabilité de dire la vérité climatique face aux mensonges organisés. L'histoire nous jugera sur ce moment. » Vous mesurez le poids de ces mots. L'homme sait exactement ce qu'il s'apprête à faire. Et quand il arrive au siège des Nations Unies, il le sent tout de suite, l'atmosphère est électrique. Plus de 200 journalistes accrédités pour une seule session sur le climat du jamais vu. Les délégations africaines, les nations insulaires, celles qui vivent le changement climatique dans leur chair, elles sont là, elles regardent, elles attendent. Et l'ambassadeur des Maldives résume ce que tout le monde pense tout bas. Enfin, quelqu'un va peut-être dire la vérité à Trump. Dans cette salle historique de l'Assemblée générale, franchement, on se serait cru dans un tribunal géant. Tout le monde savait ce qui allait se passer, un face-à-face absolument colossal entre le déni climatique version Trump et la science climatique défendue par l'Europe. BBC, France 24, Al Jazeera, toutes les caméras du monde étaient là braquées sur les deux hommes. Et quand Trump a commencé à parler, l'écornu, lui, il a écouté. Mais pas comme un spectateur, non. Comme un scientifique qui observe un cas d'école de désinformation. Chaque approximation, chaque mensonge, chaque petite manipulation, tout était catalogué dans sa tête, prêt pour la contre-attaque. Il débite ces fake news exactement comme prévu, se disait le Premier ministre. Et moi, je vais les pulvériser, une par une. Et c'est là que tout bascule, parce que Trump, sans même s'en rendre compte, venait de tomber dans chaque piège que l'équipe française lui avait tendu. Ses attaques contre l'Europe, ses moqueries sur les énergies renouvelables, ses provocations sur le nucléaire français, tout ça c'était anticipé, tout ça c'était préparé. Et c'est précisément à ce moment-là que l'écornu avait livré sa performance historique. Mais attendez, parce que ce que personne n'avait vu, ce que l'opinion publique mondiale n'avait absolument pas capté,
C'était la stratégie psychologique derrière chaque réplique. Chaque mot était calibré par les meilleurs experts en communication scientifique. En temps réel, Lecornu appliquait des techniques de démystification mises au point par des psychologues cognitifs. Le mec déroulait un protocole scientifique en direct et personne ne s'en était rendu compte. Alors maintenant, on va décortiquer les 4 techniques utilisées ici, et croyez-moi, c'est du lourd. La première, l'effet de contraste. Le principe est simple mais redoutable. On balance des données européennes positives juste en face des statistiques américaines négatives. Résultat, le contraste est tellement violent que l'échec de la politique trumpienne saute aux yeux de tout le monde sans même avoir besoin de le dire. La deuxième, et celle-là, elle est vicieuse, la source crédible. On n'utilise que des données qui viennent d'organismes américains NASA, NOAA. Pourquoi? Parce que du coup, impossible de gueuler « fake news européenne ». Ce sont vos propres chiffres, monsieur le président. Troisième technique, la simplification pédagogique. Chaque statistique complexe est transformée en images concrètes que n'importe qui peut comprendre. 79% d'énergie fossile, ça ne parle à personne. Mais 4 voitures sur 5 roulent encore au pétrole importé. Ça, tout le monde le capte instantanément. Et la quatrième, mon préféré, l'inversion de la charge émotionnelle. Là où Trump joue sur la peur du changement, on retourne l'arme contre lui en jouant sur la fierté de l'innovation. Même émotion, direction opposée. Brillant. Et c'est exactement cette maîtrise technique qui explique pourquoi la performance de Lecornu a eu un impact aussi monumental sur l'opinion mondiale. Parce que ce n'était pas juste une réponse politique brillante, non. C'était une véritable leçon magistrale de communication scientifique appliquée directement à la haute diplomatie. Et l'onde de choc qui a suivi, elle a dépassé absolument toutes les prévisions, même les plus optimistes au sein de l'équipe française. En l'espace de quelques heures seulement, les extraits du discours de Lecornu étaient déjà traduits en 50 langues, diffusés sur tous les continents de la planète. Et le plus fou dans tout ça, c'est que des universités du monde entier, y compris le MIT, organisèrent des conférences en urgence juste pour analyser cette masterclass absolue de fact-checking en temps réel. Et là, attention, on passe dans une autre dimension. Parce que quand le monde académique s'en mêle, c'est que quelque chose de gros s'est passé. Le professeur Kerry Emmanuel, on parle d'un climatologue de réputation mondiale, hein? Pas un random sur Twitter, il a déclaré texto qu'en 5 minutes, Lecornu avait fait plus pour l'éducation climatique que 10 ans de cours universitaires. 10 ans. 5 minutes contre 10 ans. Laissez ça infuser 2 secondes. Et il a ajouté que le Premier ministre avait montré comment désarmer la désinformation avec élégance et précision. Quand un scientifique de ce calibre utilise le mot « élégance », c'est pas anodin. À Stanford, la professeure Katharine Hayhoe, spécialiste de la communication climatique, donc littéralement la personne la plus qualifiée pour juger ce genre de moment, elle a analysé ça comme un cas d'école parfait. Comment transformer un débat émotionnel en démonstration scientifique? Un cas d'école. Mais franchement, le truc qui m'a le plus marqué, c'est la réaction des jeunes scientifiques. Parce que dans le monde entier, et je dis bien dans le monde entier, des doctorants en climatologie ont organisé des Lecornu parties pour décortiquer la technique. Des soirées entières à analyser 5 minutes de débat politique. C'est du jamais vu. Et Sarah Chen, doctorante à Berkeley, a résumé le tout parfaitement. Il nous a montré qu'on pouvait être à la fois rigoureux scientifiquement et efficace politiquement. Et ça, mes amis, c'est peut-être le plus bel héritage de toute cette séquence. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Parce que vous savez pourquoi la communauté scientifique internationale était aussi fascinée par la performance de Sébastien Lecornu. C'est simple, c'était du jamais vu. Pour la toute première fois dans l'histoire, un dirigeant politique avait appliqué la méthode scientifique pure dans un débat politique majeur. On parle d'hypothèse, de données de vérification, de conclusion, le package complet. Et le plus fou, ça avait marché à la perfection. 6 mois après cette confrontation historique, l'impact se ressentait absolument partout. Sur le plan politique, Lecornu était devenu une référence mondiale en matière de communication climatique. Les plus grandes universités l'invitaient régulièrement pour qu'il vienne expliquer sa méthode de fact-checking diplomatique. Et son discours, il était littéralement étudié dans les écoles de journalisme comme l'exemple parfait de vérification factuelle en temps réel.
Vous réalisez le niveau? Et là, on passe au volet scientifique et accrochez-vous parce que les chiffres sont absolument dingues. Plus 340% de demandes d'inscription en climatologie dans les universités européennes. 340%. Les jeunes, ils regardaient l'écornu et ils se disaient « Moi aussi, je veux maîtriser la science à ce point-là pour pouvoir la défendre en public. » Le GIEC lui-même rapportait une vague sans précédent de candidatures de jeunes chercheurs qui voulaient bosser sur le prochain rapport. Ça, c'est l'effet concret. C'est pas juste du buzz, c'est une génération entière qui se lève. Et côté médias, la confrontation Lecornu-Trump, elle est devenue littéralement un cas d'école. Les formations au fact-checking l'utilisaient comme référence. Les écoles de journalisme partout dans le monde décortiquaient minute par minute la technique de Lecornu pour apprendre à leurs étudiants comment on démonte de la désinformation en direct méthodiquement sans perdre son calme. Et là, on arrive à l'effet le plus dingue de toute cette histoire. Parce que celui qui a été le plus impacté par ce moment, c'est Donald Trump lui-même. On parle quand même d'un mec qui, pendant des années, a dominé chaque débat, chaque plateau, chaque confrontation par sa pure force de caractère. Le gars entrait dans une pièce et c'était fini, il prenait toute la place. Personne ne le faisait taire. Personne. Et pourtant, ce jour-là, il a découvert un truc qu'il n'avait jamais vécu avant, on pouvait le réduire au silence. Pas en criant plus fort, pas en l'insultant, non, juste en posant des faits vérifiables sur la table. Et ça l'a déstabilisé comme jamais. Au point que, et c'est documenté pendant plusieurs mois, il a soigneusement évité de reparler du climat. Plus un mot. Le sujet avait disparu de ses discours, de ses rallyes, de ses tweets. Et le pire pour lui, chaque fois qu'il essayait de relancer le débat climatique, par la suite, ça tombait à plat. Systématiquement. Parce que dès qu'il ouvrait la bouche sur ces thèmes habituels, journalistes et opposants politiques lui renvoyaient immédiatement les chiffres de Lecornu en pleine face. Le mur était là et il ne pouvait plus le contourner. Et c'est là que tout bascule côté américain. Parce que cette humiliation de Trump sur le climat, elle n'a pas juste fait le buzz 2 semaines puis disparu. Non, non, non. Elle a provoqué un véritable séisme politique aux États-Unis. Les républicains modérés, ceux qui fermaient les yeux depuis des années sur le négationnisme climatique de leur propre camp, ils ont commencé à ouvrir la bouche. Et pas qu'un peu. Mitt Romney lui-même, un an après la confrontation à l'ONU, a lâché une bombe en déclarant, je cite à peu près, que si un dirigeant étranger pouvait ridiculiser un ancien président américain avec de simples données scientifiques, alors leur position était tout simplement indéfendable. Vous imaginez un sénateur républicain qui dit ça publiquement. Et au niveau géopolitique, les conséquences étaient énormes. L'Europe avait récupéré un leadership moral sur la question climatique. Les États-Unis étaient plongés dans un profond questionnement sur leur politique énergétique. Et même la Chine avait accéléré ses investissements verts pour pas se retrouver dans le même sac que Trump. En gros, un seul moment de vérité à la tribune de l'ONU. Et c'est toute la géopolitique climatique mondiale qui s'est retrouvée redessinée. Mais ce qui était vraiment frappant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Parce qu'on ne parle pas juste d'un mec qui a bien géré un débat, non. On parle d'un effet domino à l'échelle mondiale. En Allemagne, en Espagne, au Canada, en Australie, toute une nouvelle génération de jeunes responsables politiques s'est levée en disant « Ok, on va faire pareil ». Ils ont repris la méthode Lecornu mot pour mot, chiffre pour démonter les fake news de leurs adversaires climato-sceptiques. Et ça, c'était du jamais vu. Et le moment où tout ça a culminé, la COP30 de Brasilia en novembre. Et là, les habituelles approximations, les dénis, les relativismes des pays réticents, c'était terminé. On les laissait plus passer. Christiana Figueres, l'ancienne secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, elle a résumé ça parfaitement. L'effet Lecornu a changé les règles du jeu. On ne peut plus mentir sur le climat sans être immédiatement contredit par des faits. C'est une révolution diplomatique majeure. Et franchement, quand t'entends ça venant d'une personne de ce calibre, tu réalises l'ampleur de ce qui s'est passé. Et Lecornu, dans tout ça, il était devenu bien plus qu'un simple Premier ministre français. Non. Cet homme était devenu un symbole mondial de la résistance intellectuelle face à la désinformation. Son discours du 23 septembre 2025. Il est aujourd'hui étudié dans les universités comme un modèle de courage politique et de rigueur scientifique. Et attendez, ça ne s'arrête pas là.
Lors de la cérémonie de remise des prix Nobel 2026, le comité norvégien lui-même a rendu un hommage public à Le Cornu en déclarant, et je cite l'esprit de leurs mots, que sans recevoir le prix, son action pour la défense de la vérité scientifique face aux mensonges climatiques honore l'esprit du Nobel et inspire le monde entier. Et c'est ça que l'histoire retiendra. Ce jour de septembre 2025, dans l'enceinte sacrée des Nations Unies, un homme armé de la seule vérité scientifique a terrassé l'un des plus puissants démagogues de son époque. Et par cette victoire de l'intelligence sur l'ignorance de la science, sur l'obscurantisme, il a redonné espoir à tous ceux qui croient encore que la raison peut triompher de la déraison. Triompher de la déraison. Triompher de la déraison. Triompher de la déraison.